Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, 100 000 vies, non, 100 000 VIE, oui, volontariat international en entreprise, le chiffre a été dépassé. On va en parler avec Christophe Monnier, il est justement le directeur du programme VIE chez Business France. On fera le point évidemment sur cette très belle initiative. Le Cercle RH et un grand entretien aujourd'hui avec la DRH de Rakuten France. On va parler évidemment des plateformes de e-commerce, elles cartonnent. Et on va aussi parler de la deuxième vie de ces objets, parce qu'on consomme, et Rakuten a décidé de travailler sur cette deuxième vie, puis on parlera recrutement et ambiance au sein de l'entreprise. Comment fait-elle pour recruter? On accueillera Marianne Yalfani. Et puis enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, que signifiera être candidat cadre, je précise bien cadre, en 2024? Éclairage avec Julien Breuil, il est directeur des relations entreprises au sein du groupe EDC Business School. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, est-ce que vous avez entendu l'expression VIE? Peut-être avez-vous un fils ou peut-être vous-même avez vécu cette expérience. Les VIE, on va en parler avec Christophe Monnier. Bonjour Christophe. Bonjour. Directeur programme VIE Business France, donc volontariat international en entreprise. Exactement. Juste, regardons quelques chiffres, parce que c'est aussi à votre honneur et c'est aussi le travail que vous faites en interne. 100 000 VIE depuis 2000 pour les 18-28 ans, de 6 à 24 mois, ça c'est la durée moyenne, et 10 500 VIE actuellement en poste. Même un peu plus, au-delà de 11 000. Au-delà de 11 000, et 121 pays concernés. Est-ce que vous êtes satisfait du travail accompli? Parce que 100 000 jeunes depuis 2000, c'est quand même incroyable. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Je crois qu'effectivement, c'est déjà un très beau résultat pour un programme public donc, que nous gérons avec grande fierté à Business France. On a connu, comme vous le savez, des périodes difficiles avec la crise Covid, des départs à l'international qui étaient fortement perturbés, voire empêchés par le contexte sanitaire. Eh bien, aujourd'hui, on est très heureux de retrouver les niveaux d'avant-crise et surtout de les dépasser. Donc ça montre que à la fois les entreprises et les jeunes font vraiment confiance au programme. Et puis on vient d'atteindre 50 000 candidats au départ en mission VIE. Ça veut dire que les jeunes veulent partir à l'international et font confiance au VIE comme un programme adapté pour pouvoir acquérir cette expérience professionnelle à l'étranger. Il y a plein de questions qui en découlent, évidemment, les destinations, le choix de ces jeunes. Alors, en école d'ingénieur, en école de commerce, c'est quoi? C'est 50%? Alors, on a des ingénieurs, on a des commerciaux, mais en fait, n'importe quel type de profil peut partir en VIE. Ça peut être aussi des fonctions support, et ce n'est pas uniquement sur des fins d'études ou des jeunes avec déjà une expérience professionnelle. On peut partir en VIE dès le bac plus 2, on peut avoir fait un BTS, on peut avoir fait un IUT, on peut avoir fait un bachelor. En fait, toutes les formations sont ouvertes au VIE, pour tout type de poste. Les pays, c'est intéressant parce que bon, ça va nous faire sourire. On pense comme ça des pays un peu exotiques. Alors là, on voit la liste: Belgique, États-Unis, Canada, Allemagne. Donc on va en Belgique parce qu'on comprend la proximité, la facilité de pouvoir revenir en France. On part aux États-Unis, j'imagine, pour la langue, pour maîtriser l'anglais. On va au Canada aussi parce que c'est une sorte d'Eldorado un peu sympa. Et puis à l'Allemagne aussi. Ça, c'est très intéressant, l'Allemagne. En fait, vous retrouvez là les caractéristiques de notre commerce extérieur, du commerce international, là où souhaitent aller les entreprises françaises, notamment les PME et les ETI. La Belgique, vous êtes sûr? Bien sûr, oui, c'est un marché très important pour les exportations françaises. C'est un partenaire européen dynamique, proche culturellement aussi, notamment je pense aux produits agroalimentaires. On a beaucoup d'exportations vers la Belgique. Et donc la Belgique aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est Bruxelles et c'est la capitale européenne. Et donc on a également beaucoup d'entreprises françaises qui ont leur siège européen à Bruxelles et donc qui vont recruter des VIE, bien sûr pour travailler sur le marché belge, mais en fait plus généralement sur l'ensemble de l'Europe. Juste un mot, ces jeunes partent, on a vu cette durée de 6 à 24 mois. Ça aboutit à une embauche ou pas, ou ils y vont en partant du principe qu'ils vont plutôt essayer d'apprendre la langue et les mécanismes pour ensuite retrouver un job? Comment ça se passe? Exactement. Alors les jeunes, effectivement, ils ont la volonté, peut-être encore plus aujourd'hui qu'avant,
de découvrir le monde, d'acquérir une expérience, de voir d'ailleurs si cette expérience leur plaît ou pas. Ils ont envie, les jeunes aujourd'hui, de cumuler les expériences et ensuite, éventuellement, de se fixer ou pas au sein de l'entreprise. Donc c'est un moyen pour l'entreprise d'attirer des talents en leur proposant cette expérience de vie à l'international et une expérience professionnelle. Mais bon, les chiffres, chez nous, ils sont quand même stables. C'est qu'1 sur 2 va continuer au sein de l'entreprise. Donc 1 sur 2 va être fidèle à l'entreprise et après son VIE va être embauché en CDI, soit dans le pays où il a fait sa mission, soit il va revenir en France ou dans un autre pays. Ou dans une filiale de l'entreprise. Exactement. Ou vice-versa. Juste, Christophe, c'est intéressant. Les jeunes, en fait, ils cherchent à la fois la langue, l'expérience, mais qu'est-ce qu'ils cherchent d'autre? Parce que vous me dites, ils sont embauchés et ils reviennent en France plus forts, maîtrisant une langue. Est-ce que ça leur permet de pouvoir aller plus vite dans leur embauche? Clairement, enfin, c'est un tremplin de carrière pour eux. C'est une formation qui est très recherchée puisque les entreprises constatent que les jeunes qui ont eu une expérience à l'international, ils ont une plus grande autonomie, une plus grande ouverture d'esprit. Ils ont souvent eu plus de responsabilités à l'étranger que les responsabilités qu'ils auraient eues au sein d'une grande structure en France. Ça forge le caractère, ça forge la personnalité, ça forge des compétences peut-être qu'ils n'auraient pas pu acquérir en France sur le terrain. Et donc voilà, c'est vraiment un système... Une dernière question pour ceux qui nous regardent, peut-être des parents, peut-être vous-même qui voulez partir faire ce fameux VIE. C'est vous qui dispatchez l'entreprise ou le jeune qui s'inscrit, les 50 000, ont déjà l'entreprise, ils ont déjà la cible, ils savent qu'ils vont aller travailler en Allemagne dans telle entreprise. Comment ça se passe, ça ? Alors, donc, tout d'abord, nous avons une plateforme sur Internet qui s'appelle Mon Volontariat International, où les jeunes vont consulter les offres de toutes les entreprises et déposer leur CV. Donc c'est pour ça que je vous parle des 50 000 CV en base, et donc c'est du matching en ligne. D'accord. Il y a aussi la possibilité d'aller directement regarder les offres VIE sur les sites internet des entreprises. Des entreprises postent directement en direct. Des formations. Donc voilà, on a vraiment différents outils pour trouver sa mission. Pour les jeunes qui ont des revenus limités, parce que c'est un vrai sujet, j'imagine, qu'on doit se poser. Alors si les parents accompagnent, trouvent le logement, tout va bien. Est-ce que vous avez un accompagnement social pour des jeunes qui vous disent moi j'ai trouvé la boîte, mais c'est compliqué, j'ai pas de revenus suffisants? Comment ça marche dans ce cas-là? C'est tout l'intérêt du VIE, c'est pouvoir partir à l'étranger pour cette expérience professionnelle tout en étant payé. On est rémunéré, on a une indemnité de mission. Alors, ce n'est pas un salaire, on n'est pas salarié de l'entreprise. C'est combien le montant? Alors, le montant de l'indemnité, en moyenne, en dehors de la France, il est de 3 000 €. Qui permet quand même de pouvoir vivre. Tout à fait. Enfin, qui, au début de sa carrière, perçoit 3 000 € net d'impôts, puisque c'est aussi une facilité qui est accordée au programme, et avec en plus une couverture sociale, une protection santé, rapatriement incluse. Donc c'est vraiment une formule extrêmement avantageuse. Et sur les pays européens, donc les pays proches de la France, on tourne environ à 2 500 € par mois. Donc voilà, il y a une prime, on va dire, à l'éloignement, et plus on s'éloigne de la France, plus l'indemnité. En tout cas, ça reste convenable pour pouvoir vivre dans des conditions correctes. Complètement. On a aussi des entreprises qui proposent la prise en charge du logement. Donc ça s'ajoute en fait au versement de l'indemnité fait par Business France, qui refacture ensuite à l'entreprise. Et ça veut dire que les entreprises plébiscitent de leur côté, puisqu'on voit que les jeunes, ce sera ma dernière question, on voit que les jeunes sont là, mais les entreprises, visiblement, plébiscitent aussi le modèle. C'est un dispositif extrêmement simple et compétitif pour les entreprises. Tout d'abord, la gestion est confiée à Business France, donc elles n'ont pas toutes les problématiques RH à suivre, donc elles peuvent se concentrer sur la mission. Et puis, effectivement, une mission VIE va coûter moins cher qu'un poste, par exemple, d'expatrié. Exactement. Puisqu'il y a cette exemption de charges fiscales et sociales. Et puis surtout, on a de plus en plus de dispositifs de soutien, notamment des régions françaises, qui veulent soutenir leurs entreprises, notamment les PME et leurs jeunes. Et puis, vous avez peut-être parlé sur votre chaîne des soutiens de l'État, donc le plan Oser l'export, qui permet aussi aux entreprises de bénéficier de soutien public pour embaucher ces jeunes. Et tout ça, c'est Business France qui accompagne ces jeunes. 50 000, tout le monde ne sera pas gagnant. Il n'y aura pas 50 000 VIE, on est bien d'accord. Il n'y aura pas 50 000 VIE, mais un jeune qui persévère et qui ouvre sa recherche à différents pays et à différents types d'offres a toutes les chances de pouvoir partir en mission.
Allez donc sur le site de Business France, peut-être un VIE à votre pied. Merci Christophe Monnier, directeur programme VIE, plus de 100 000 depuis 2000. Allez donc jeter un œil, c'est une expérience à mon avis unique et incomparable. Merci de nous avoir rendu visite. Le cercle RH, c'est tout de suite et on accueille la DRH de Rakuten. On va parler avec elle évidemment de ce site de commerce en ligne, de cette plateforme et puis de la manière aussi dont on vit, dont on travaille au sein de cette entreprise. Vous allez le voir en images et on va en parler juste après le jingle. Le cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec une DRH, la DRH de Rakuten France, Marianne Yalfani. Ravie de vous accueillir. Merci de me recevoir. On est très heureux de découvrir à la fois la manière dont vous recrutez, la manière dont vous accompagnez vos collaborateurs, parce qu'on va le voir en images dans quelques instants. Il y a un petit côté dans ces entreprises, un peu esprit start-up, un peu fun, plateforme de e-commerce, on est bien d'accord, c'est comme ça que vous vous définissez. Entreprise d'ailleurs, j'aurais dit hollandaise, mais vous me dites non. Japonaise. Japonaise, oui, tout à fait. Rakuten France appartient à un groupe japonais qui a été fondé en 1997 et qui offre une trentaine de services digitaux, 70 services digitaux dans une trentaine de pays, allant de télécommunications, fintech et IA et bien sûr e-commerce. Une sorte de conglomérat très global. Exactement. Rakuten. Quelques images, parce que ça va vous faire sourire. C'est chez vous, c'est votre entreprise. Alors, chaque entreprise a sa manière de faire ses campagnes, de se montrer. Là, vous avez choisi quelque chose d'assez original. C'est organisé d'ailleurs par quelqu'un qu'on connaît bien ici sur Smart Job qui s'appelle Amélie Favre-Guittet, qui est très souvent venue, mais là, qui est dans le poste. On va la découvrir. Elle est partie de manière un peu drôle et amusante à la rencontre de l'écosystème, de l'entreprise, de la boîte Rakuten. Regardez quelques images, c'est un extrait, et puis on se retrouve juste après. Il paraît que c'est toi le big boss. T'es là depuis combien de temps, toi ? 9 ans, 4 ans et demi. 9 ans. Je suis arrivé en 2018. Ouais, pourquoi c'est particulier ? Parce que je suis parti en 2020. Revenu combien de temps après ? Je suis parti en juillet 2020 et je suis revenu en mars 2022. J'ai l'avantage d'avoir un manager qui est formidable. Alors, je dis pas ça parce qu'il est à côté. Le manager est juste là, c'est beaucoup trop facile. Non mais les jeunes, vous faites quoi avec ça ? On m'explique ? Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de rejoindre Rakuten ? C'est l'esprit un peu de famille, de bonne humeur, bonne ambiance ici. Alors, esprit de famille, vous êtes quand même plus de 200, 250. Alors, quelques mots quand même sur ce choix. D'abord, juste sur l'aspect formel, parce que vous avez pu faire une campagne de pub classique. Pourquoi cette idée comme ça d'être en immersion, de mettre Amélie comme ça plongée dans la marmite Rakuten ? Je regardais ce matin même LinkedIn et je vois de plus en plus de posts sur la marque employeur parce que je pense qu'il y a une conscience des employeurs et des entreprises de l'importance de montrer comment ça se passe à l'intérieur, d'attirer en donnant un aperçu qui soit réaliste et qui soit spontané. Je pense qu'il y a une prise de conscience que le rapport au travail a beaucoup changé ces derniers temps. Ça s'est largement accéléré avec le Covid. Et donc attirer en montrant quelles sont les conditions de travail, la culture d'entreprise, le type de management au sein d'une entreprise. Là, on voit des garçons, des filles, on voit un côté fun, il y a quand même un petit esprit start-up. Alors, c'est peut-être pas vrai des entreprises japonaises en général, qui sont quand même dans du management assez dur, mais là, ce que l'on voit, en tout cas chez Rakuten France, c'est plutôt des gens qui disent je suis parti, je suis revenu, oui. J'ai regardé votre campagne jusqu'au bout, il y en a un qui dit moi, j'étais stagiaire et je suis devenu le manager du service dans lequel j'étais stagiaire. Est-ce que ça, c'est la touch Rakuten ou c'est aussi votre énergie que vous mettez pour créer ce lien, pour donner envie de rester ? Il y a deux aspects. Sur l'aspect développement, je dois l'admettre, ça vient pas tellement des RH, ça vient vraiment de nos managers. Donc c'est très ancré chez nous parce que, vous l'avez dit, nos managers, même nos membres du comité de direction viennent de la promotion interne et donc ils ont ce réflexe naturel de veiller au développement de leurs équipes, de veiller à leur promotion. Je le vois à chaque fois qu'il y a un départ au sein d'une équipe, le premier réflexe, c'est vraiment de voir qui en interne peut promouvoir. D'ailleurs, nous avons environ 20% de nos postes ouverts qui sont promus par de la mobilité interne et la promotion interne. Je crois qu'on est à peu près 5% sur le marché, donc on est très fort dans cet axe-là. Et par ailleurs, sur la bonne ambiance et le côté start-up, c'est vrai que nous appartenons à un groupe, mais nous avons une réelle autonomie en France. Ça sent en tout cas.
Ça se sent, oui, et puis on est dans le secteur de la tech et je crois que ce qui est très particulier par rapport au secteur tertiaire dans lequel j'ai eu une expérience par le passé, c'est que l'investissement sur les people est très fort. La RH sort un peu de son rôle traditionnel de fonction support, très focus sur l'administration du personnel, la paye et puis la formation. C'est différent dans ce type d'entreprise. C'est très différent. La RH fait vraiment partie de la stratégie de l'entreprise. C'est nos people qui portent le projet de l'entreprise, qui portent l'ambition de l'entreprise. Et donc, c'est notre premier asset et on investit beaucoup. Il y a des sujets qui sont sur la table, alors qui, encore une fois, entreprises de la tech, plateforme de e-commerce, Rakuten, qui sont peut-être moins impactées que des entreprises traditionnelles. Mais il y a la semaine de 4 jours, il y a le télétravail, il y a la qualité de vie au travail, il y a la flexibilité. Est-ce que tous ces sujets-là, vous les posez sur la table? Est-ce que vous avez des débats très ouverts dans l'entreprise? On voit d'ailleurs dans le petit film dont on a montré un extrait qu'il y a des réunions chaque matin qui vient faire un peu le relais, un peu comme on fait à l'hôpital. On se passe les dossiers, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que tous ces sujets-là, d'abord, vous y pensez et est-ce que les collaborateurs en parlent? Oui, on y pense beaucoup. Nous, on a un point de vue sur la flexibilité assez particulier. Donc, on sait que la flexibilité, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très recherché par les salariés. On en a parfaitement conscience. On propose du télétravail à nos collaborateurs. Mais pour nous, la vie en entreprise est très importante aussi. Parce que la présence physique. La présence physique. Mais ça se sent dans le film. Les gens sont à leur poste. Oui, on investit pas mal dans nos locaux, dans l'animation de la vie de l'entreprise parce qu'on a vraiment cette volonté de casser les silos, d'assurer une collaboration extrêmement fluide inter-équipe et on mise aussi beaucoup sur le management et la formation de nos managers. Ça veut dire, vous le dites de manière très diplomatique, ça veut dire que vous n'êtes pas comme certaines boîtes de la tech en train de se dire on est en full remote, on est à fond, tout le monde est parti ailleurs. Non, j'ai le sentiment qu'il y a une stratégie que vous portez qui est de dire on vient bosser quand même dans un espace commun. Oui, c'est important pour nous. On a quelques postes en full remote parce qu'aujourd'hui, ça fait partie vraiment des enjeux de l'entreprise. Il y a certains métiers, en particulier ceux de la tech, où il serait difficile de fermer totalement la porte au full remote. Mais à nouveau, pour nous, la vie de l'entreprise et l'animation de cette communauté est très importante. Et on investit beaucoup dedans. Vous me dites qu'il y a un gros travail de promotion interne, de faire évoluer les stagiaires, puisque dans le film, il y a un jeune stagiaire qui est devenu manager, mais vous êtes quand même dans du recrutement. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ceux que vous avez en face? Parce qu'on voit que c'est quand même une moyenne d'âge jeune, hein, Rakuten. Oui, c'est vrai, c'est une moyenne d'âge jeune. On essaie d'être assez... d'avoir vraiment conscience des enjeux et des innovations en termes de recrutement. Par le passé, on était dans un contexte très tendu avec une forte pression des startups, justement, qui sont très attrayants pour les profils plus jeunes. Aujourd'hui, ça s'est un peu détendu, disons. Il y a moins d'investissement, moins de liquidité sur le marché de la tech, donc c'est un peu plus facile. Nous, plus simple en recrutement. Plus facile en recrutement, oui, c'est vrai. Mais on essaye quand même, nous, d'avoir des axes assez forts. On essaye de réfléchir beaucoup à l'IA et à comment améliorer l'expérience candidat à travers l'IA. On réfléchit à avoir un service RH qui serait un peu en self-service, qui permettrait à nos collaborateurs, à nos candidats de résoudre certaines problématiques de manière autonome. C'est-à-dire on inscrit, on envoie sa candidature, elle est traitée. Voilà. Et puis à un moment donné, il y a un humain quand même en bout. Quand même, bien évidemment. Bien vous faites peur. Mais non, justement, l'IA va nous permettre à nous, RH, et à l'équipe recrutement, de vraiment beaucoup plus se concentrer sur l'aspect accompagnement, coaching. Et au contraire, d'être plus sur des... Moins sur l'administratif. Moins sur l'administratif et l'opérationnel, et plus sur le coaching et l'accompagnement. Marianne, je l'évoquais dans l'introduction. Alors, vous m'avez dit, attention, moi, la deuxième vie, je ne suis pas dans la partie business, je suis dans le RH. Mais je l'avais à dessein utilisé parce que j'ai le sentiment qu'en termes de marque employeur, il y a une partie de cette jeunesse diplômée, parfois très bien diplômée, qui dit moi j'ai pas envie d'aller sur des plateformes, c'est pas mon truc, je veux du sens. Mais quand vous dites un collaborateur ou un talent, tu sais, on recycle nos produits, on valorise la deuxième main, est-ce que ça c'est un élément qui attire aussi les jeunes? Tout à fait. Alors nous on essaye de beaucoup travailler sur l'engagement et c'est un peu aussi un des axes de notre marque employeur. L'engagement pour nous c'est un salarié qui est un collaborateur qui est porté, embarqué par la vision, la mission et les valeurs de l'entreprise. Et ça c'est une valeur, l'idée de surconsommer, c'est bien. Aujourd'hui on n'en est pas là.
Il faut mieux consommer, c'est ça le message que vous portez. Les 3 piliers de notre vision, c'est la digitalisation inclusive de nos marchands, l'économie et le pouvoir d'achat, et puis aussi, bien sûr, cet aspect économie circulaire. Ce sont les 3 piliers de notre vision, et tout ce qu'on fait derrière, l'idée, c'est d'avoir un vrai alignement entre mission, vision, valeur, et ensuite tous les process et les politiques RH qui vont en découler, que ça soit dans le recrutement, que ça soit dans le développement, que ça soit même notre politique Comp and Ben. On essaie d'avoir un alignement de ces éléments et un management incarné et exemplaire. Et on l'a entendu aussi dans ce petit film que je cite beaucoup, il y a quand même l'idée d'un management de proximité. Ça, on sent, c'est-à-dire que le manager est à côté, il est là. C'est vrai. Il n'est pas dans un bureau fermé où il faut frapper et savoir si on peut entrer. C'est bien ça. C'est très vrai. Déjà, très concrètement, on est tous en open space, donc on est tous mélangés. Il y a beaucoup de valeur à avoir ces équipes qui interagissent et qui ont des discussions informelles très facilement. Et puis, ça vient aussi de cette promotion interne. Nos managers sont très crédibles chez nous parce qu'ils viennent du terrain. Et ont vécu ce que vit celui qui pose la Exactement. question. Ils connaissent les problématiques opérationnelles, les problématiques terrain, Bien sûr. et ils sont très, très appréciés de leur report. Avant de nous quitter, Marianne Yalfani, c'est une question un peu traditionnelle qu'on pose aux DRH qui viennent ici dans notre émission, et ils sont nombreux à venir. Combien de postes en recrutement là, sur le job board Rakuten? Il y a du recrutement là? Aujourd'hui, oui, bien sûr, on a une 20aine de postes ouverts à date. Depuis qu'on a travaillé sur la marque employeur, on a recruté une 100aine de postes, dont la moitié environ qui étaient des créations de postes. Et ce qui était assez challenging pour nous, c'est qu'on a lancé un nouveau service en 2022, Rakuten Fulfillment Network, qui est un service de logistique. Et donc, on a dû recruter des métiers qui étaient nouveaux chez nous. Ouais, très éloigné de votre cœur de Très éloigné de métier. notre cœur de métier sur la logistique. Voilà, donc on continue à développer ces activités. Donc oui, actuellement, une 20aine de postes. Et si j'ai bien lu, 20 postes, pas mal dans la tech quand même. Hein. Oui, bien sûr. Il faut se le dire, Toujours. c'est plus dans la tech, moins dans la com et le marketing. Oui, tech et marketing. Oui, oui, mais essentiellement tech, oui. Merci Marianne Yalfani, Merci. DRH de Rakuten France. Combien de collaborateurs au total, je ne vous l'ai pas demandé? Entre 300 environ. 300 environ. Environ Oui, plus les 20 que vous allez recruter. exactement. Merci de nous avoir rendu visite pour nous éclairer justement sur la manière dont vous accompagnez, parce qu'il y a un vrai travail d'accompagnement. Pour voir les petits films, parce qu'on n'en a vu qu'un extrait, on va Oui. sur le site Rakuten Bien France. sûr, sur le site, sur la page LinkedIn ou sur notre page carrière. Allez les voir parce que les films sont plutôt sympas, puis on adore Amélie Fabre-Guittet, donc il n'y a Oui, aucune raison de s'en priver. Merci. merci. Et je vous dis à beaucoup. très très bientôt. Oui. On termine notre émission, ça va vous intéresser. Les cadres, bah oui, le marché des cadres en 2024, il sera comment? On en parle dans Fenêtre sur l'emploi avec évidemment notre expert Julien Breuil. Fenêtre sur l'emploi, éclairage sur le marché des cadres en 2024 dans un contexte économique un petit peu plus particulier avec une remontée légère du chômage. On en parle avec Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directeur des relations entreprises au sein du groupe EDC Business School. C'est un vrai sujet parce que vous le traitez assez régulièrement sur notre plateau. Tout à fait. Être cadre en 2024, c'est quoi l'évolution? Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire plusieurs choses. C'est vrai qu'être cadre, aujourd'hui, ça pose beaucoup de questions. Il y a une question effectivement à la fois statistique, j'allais dire, et un peu une question empirique. La première, c'est quand on regarde de manière statistique, en fait, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de cadres. Alors pourquoi il y a de plus en plus de cadres? On sait qu'aujourd'hui, ça pèse énormément dans la population active, 21%. Il y a plus de cadres désormais que d'ouvriers, par exemple. Ça, c'est un vrai axe statistique. Et puis, il y a un côté empirique. Moi, je suis toujours surpris, d'ailleurs, quand je pose la question à nos étudiants de l'EDC Paris Business School. Je leur dis, mais c'est quoi un cadre pour vous? Et ils me disent, c'est un dirigeant. C'est quelqu'un qui décide. Mais en fait, C'est intéressant. rien de tout ça, finalement. Un cadre, c'est un statut. Et puis ensuite, c'est une évolution de ce statut, en tout cas en termes de fonctionnalité, voire de secteur, on y reviendra. On a sorti un chiffre, quand même, une proportion d'hommes, puisqu'on est en train de définir le portrait robot du cadre de 2024, c'est 63% d'hommes quand même. Alors, le cadre est prioritairement, entre guillemets, masculin. Alors, Ou majoritairement. oui, alors quand je dis prioritairement, Oui, parce c'est bien que- sûr ouais. prioritairement, entre guillemets, parce que le chiffre est plus élevé, mais ce qui est surtout intéressant, c'est l'évolution. Alors, il y a plus d'hommes, toujours plus d'hommes, mais en même temps, il y a une proportion de femmes qui sont de plus en plus cadres. Alors, c'est sans doute en lien aussi avec l'évolution des métiers, c'est sans doute en lien aussi avec le niveau de diplôme
de l'ensemble des hommes et des femmes, qui fait qu'aujourd'hui, on a 37% des femmes qui sont cadres, qui est en augmentation de 7 points sur les 15 dernières années, et si on remontait plus loin d'ailleurs, encore plus. Alors, il y a un chiffre que vous avez extrait dans votre étude que je trouve très intéressant, c'est le rapport entre cadre et expert. Oui. Ce n'est pas des généralistes, ils sont de plus en plus experts. Ça répond d'ailleurs à la question que nous posent nos étudiants, parce que l'une des réponses qu'ils nous apportent sur les cadres, c'est un manager. Non, un cadre n'est plus qu'un manager, ou n'est plus forcément un manager. On s'aperçoit qu'on n'a que 54% des cadres aujourd'hui qui sont des managers, et 46% qui ne le sont pas, et qui sont donc des experts. Alors comment ça s'explique ? Ça s'explique, on le voit, dans l'évolution des recrutements aussi qui ont lieu sur les cadres. Je rappelle qu'il y a 308 000 recrutements de cadres chaque année, prioritairement pour le coup, et là le terme est bien utilisé, sur les métiers de l'IT et les métiers de la R&D, qui sont des métiers plutôt tech, pas forcément de management, mais plutôt d'expertise. Et donc on voit que ces postes de cadre, parce que ce sont majoritairement quand même des profils qui sont diplômés, et plutôt masculins, je m'autorise. Là pour le coup plutôt masculins, ouais, on en revient. Qui effectivement bénéficient de ce statut et qui donc expliquent pourquoi on a autant de la proportion de cadres sur la notion des experts. Alors j'évoquais tout à l'heure le marché macro, le chiffre du chômage, mais restons encore un peu dans la sociologie du travail. En 2024, il y aura toujours le même triptyque, finalement, conditions de vie, conditions de travail, équilibre, vie pro, vie perso. Enfin, ces sujets-là, ils sont toujours là, quoi. Alors, ces sujets-là sont très prégnants. Je crois que dans toutes les tables rondes ou les interventions, on en parle. Je crois qu'on en a parlé encore lors de la dernière intervention sur la notion de qualité de vie. Je crois que les enjeux prioritaires vont encore porter là-dessus. La qualité de vie au travail, faire que, et Rakuten en parlait très bien, faire qu'il y ait une vraie... envie de venir travailler ensemble et une vraie qualité de vie. C'est pas forcément du full remote, à part si on y est obligé sur certains profils très pénuriques, mais globalement, on essaie de favoriser les qualités de vie au travail, et notamment via le cadre de travail. Deuxième, bien sûr, élément, la rémunération, c'est dans un contexte d'inflation. Et pour vous, que vous placez en deuxième partie. Alors, c'est pas moi qui le place. Non, mais je veux dire, vous, c'est vrai que ce qui ressort, en tout cas. La qualité de vie est devenue encore plus importante. Aujourd'hui, attirer un cadre bien payé, mais qui n'aurait pas de télétravail, ce n'est pas une garantie qui vous rejoigne. En revanche, le duo des deux fait que là, il y a un développement de la marque employeur qui va être meilleur. 59% des cadres pensent qu'un nouveau modèle d'entreprise sans locaux physiques, sans horaire fixe, avec des collaborateurs dispersés est possible dans le secteur tertiaire. Donc ça, c'est ce que disent les cadres. Ça, c'est ce que disent les cadres. Alors, c'est une perception. Ça rigole pas, quand même, là. C'est sans doute le chiffre que moi, je trouve le plus fort. Alors, est-ce qu'elle est un peu utopique ? Ça veut dire que quelque part, sans jeu de mots, il n'y a plus de cadre. On est vraiment dans une option où chacun travaille de chez soi. Ah, on est à l'os là. Et en même temps, ça renvoie à un autre enjeu sur lequel les cadres nous disent, moi, tel que je le perçois, il y aura de plus en plus de management de transition. Le management de transition, c'est pas forcément quelqu'un qui n'est pas sur place, et c'est quelqu'un qui est là pour une mission, de manière temporaire, pour accompagner une transformation. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est certes engagé dans une collaboration avec une entreprise, mais on sait que ça sera sur un temps donné. Donc on voit qu'il y a quand même un éclatement de la perception du travail. Un effritement du rapport au travail. Du rapport au travail. Et à l'entreprise. La relation entre l'entreprise et le collaborateur, d'où un des enjeux qu'on voit apparaître aussi quand même en filigrane, c'est comment créer un collectif au travers de ça pour l'entreprise et pour les cadres qui seront managers avec leurs équipes. Merci Julien Breuil pour cet éclairage et cette Avec compilation d'études. Il faut préciser qu'il y a les études IFOP, APEC que vous nous compilez chaque mois. Merci de nous avoir rendu visite, cher Julien, directeur des relations entreprises chez EDC Business School. L'émission est terminée. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci de la suivre évidemment chaque jour. Merci à toute l'équipe, merci à Alice à la réalisation, merci à Alexis au son. Puis je remercie l'équipe de programmation, évidemment Nicolas Juchat et Alexis qui m'accompagnent. Je vous dis à très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles au programme de Bismart. À bientôt.